Pardon? Je ne veux pas vous déranger trop, mais Étienne, serait-il possible d'enregistrer la séance? Oui, malheureusement, je n'arrive pas à Ah, enregistrer. Je cherche une autre solution parce que ça me reconnaît pas comme le hôte et je ne sais pas ah, pourquoi. Parfait, Elisabeth est en train de le faire. Parfait. Alors, si vous voulez, je peux reprendre. Si vous avez vos slides, je les enverrai avec plaisir. D'accord. Pas de souci. Pas de souci. Donc ce robot-là, ce qu'on voudrait, c'est lui donner, lui spécifier une tâche ou un but à haut niveau, sans lui donner le détail, bien sûr, puisque c'est à lui de se débrouiller tout seul. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'il la fasse, qu'il fasse le job. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on voudrait. Alors, il fait le job, il réussit, il est prêt pour une nouvelle aventure, ou il est abandonné, simplement. C'est le cas de ce robot-là. Mais voilà. C'était ce type de héros solitaire qu'on envisageait. Et c'est toujours un défi aujourd'hui parce que ce défi-là n'est pas encore réalisé véritablement de manière suffisamment générique et suffisamment développée. Mais ce qu'on cherche là, c'est ajouter quelque chose de supplémentaire. C'est de faire en sorte que ce robot-là opère dans un environnement humain. Et en fait, ça nous amène à élargir un petit peu le champ, puisque le robot-là ne va pas simplement réaliser des tâches pour nous, à distance, ou pour nous tout seuls, sur la base d'un but qu'on lui a donné, mais le réaliser avec nous. Et ça veut dire qu'il nous faut, d'une certaine manière, comprendre le côté social de ces choses, ou le côté où il nous faut comprendre, implémenter, parce qu'il faut, je suis ingénieur, je suis chercheur en robotique et donc je veux réaliser le système, je vais être capable de réaliser cette machine, ou au moins d'en faire un brouillon, un prototype, et de la déployer. Là aussi, c'est important et c'est essentiel pour démontrer les choses, avec ce côté social, d'une certaine manière, que je vais illustrer. Et en fait, quand on se pose la question de l'interaction humain-robot, ou interaction humain-machine, on va dire, de nouveau machine physique, hein, pas simplement ordinateur, machine physique, eh bien, nous avons un précurseur. Nous avons un précurseur et ce précurseur, c'est ce monsieur. Alors, je vais vous montrer un petit film, très vite, qui est quand même intéressant. C'est celui-ci, que j'ai un petit peu commenté. Voici une sorte de robot de service mobile, vous voyez, et il va réaliser une tâche. Et on va voir ici, nous allons voir ici tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, on explique à l'humain, on calibre l'humain. On adapte l'humain au robot et pas l'inverse. Vous voyez? Regardez par la suite, c'est l'ingénieur, il est frais, et puis la tâche se déroule. C'est une tâche qui, semble-t-il, est utile. Il y a un protocole qui semble même fonctionner, vous voyez, mais on voit quand même des choses. Le rythme, c'est la machine qui l'impose. Les décisions semblent acceptables, mais vous voyez, mais elles surprennent. La séquence est un petit peu rigide. La machine décide quoi faire à chaque étape. Vous voyez, la machine, l'ingénieur est toujours content et fier. Vous voyez, voilà. Parfois, la vitesse n'est pas toujours une bonne idée. Hein, voilà, ça va vite, mais pourquoi, hein, n'est-ce pas? Et puis, déjà à l'époque, ils avaient des bugs, nous en avons encore aujourd'hui. On recalibre, on repart, vous voyez? Et puis voilà, problème de calibration. La tâche de haut niveau fonctionne toujours, vous voyez? Le plan de haut niveau fonctionne. Et on a des problèmes d'acceptabilité, vous le voyez bien. Vous voyez bien, Charlie est de moins en moins confortable. Et voilà. Et voilà. Et on peut continuer comme ça. Alors après, il peut se passer aussi des choses. Vous voyez, là, c'est moins acceptable encore. Mais la tâche de haut niveau, vous voyez, et fonctionne. On s'essuie la bouche après chaque étape du repas, etc.
voilà. Et alors, quand j'ai commencé à travailler sur le robot interactif, cette vidéo, je me suis rappelé ce film et je suis allé le chercher. Je suis racheté le DVD et voyez que je l'ai commenté et je le présente à mes étudiants en début de cours, sur le premier cours de l'interaction au robot, justement là-dessus. Surtout que les étudiants d'aujourd'hui, pour la plupart, n'ont jamais vu ce film. Et je leur dis, allez vite le voir parce qu'il est indispensable. Mais aussi, ce que je leur montre, c'est que, vous voyez, c'est que ces choses-là sont anciennes, mais on y trouve des choses qui nous intéressent aujourd'hui. Le problème de l'interaction proximale entre la machine et l'humain. La machine est très proche de l'humain, voyez, et ces choses-là doivent être traitées. Le problème de la prise d'initiative et de la prédictibilité est essentiel. Si on veut que la machine collabore avec l'humain aussi proche et dans une tâche aussi interactive. L'adaptation à l'humain, à ses besoins, aux contingences, au rythme, est absolument essentielle dans ces systèmes. La pertinence des choix et des décisions. Là aussi, je pense que ce petit film le montre bien. Et puis, bien sûr, évidemment, la fiabilité et la sécurité du système. Et puis, le dernier aspect que Charlie montre merveilleusement, c'est le côté acceptabilité par la machine, même si globalement, finalement, cette machine le nourrit et lui facilite la vie, elle l'enferme dans un système qui n'est pas acceptable, ni individuellement, ni au niveau sociétal, bien sûr. Et donc voilà. Voilà, je pense que là, j'ai fait en gros ma présentation sur les besoins et sur les aspects qu'il nous faut absolument prendre en compte si on veut construire ce système-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que simplement, en ajoutant d'une certaine manière ce paramètre supplémentaire qui est l'humain, cela nous amène, indépendamment du côté réalisation physique du robot, à revisiter les capacités décisionnelles de ce robot, la partie, on va dire, intelligence, ou IA, si vous voulez, du robot. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir en quoi ces capacités décisionnelles doivent être visitées par rapport au robot, on va dire, tout seul. Et en fait, ce que je vais essayer d'illustrer, c'est que ça demande en fait encore plus d'intelligence pour ce robot qui va collaborer avec l'humain, beaucoup plus d'intelligence, et aussi beaucoup plus de finesse, voire de subtilité, aussi bien du point de vue du designer, du concepteur du robot, que du robot lui-même peut-être. Le robot doit être plus subtil s'il veut survivre dans ce type d'environnement et s'il veut être pertinent. Alors, le topic que je vais discuter avec vous nécessite un robot qui soit safe, qui soit sûr au plus bas niveau, mais ce n'est pas de ce topic que je vais vous parler. Aujourd'hui, il existe des robots tels que le KUKA, ce que je présente ici, qui, au niveau sensorimoteur, garantissent d'une certaine manière qu'ils ne vont pas blesser grièvement l'humain et qui peuvent s'adapter à lui. La personne que vous voyez ici, c'est Sami Haddadine, qui à l'époque faisait sa thèse au DLR, près de Munich, et qui aujourd'hui est professeur. Il est encore capable de répondre à quelques questions simples. Donc, il a survécu à ce robot-là. Tout ça pour dire que ces robots qui aujourd'hui peuvent véritablement travailler côte à côte de l'humain, aujourd'hui existent au niveau sensorimoteur. C'est au niveau de la décision, ils peuvent aussi s'adapter, mais par exemple, ce que vous voyez à droite, c'est une adaptation du robot en termes de distance et de mouvement par rapport à un humain, mais il ne gère pas l'humain en tant que tel. Il le gère simplement comme un obstacle mobile duquel il maintient une certaine distance. Donc, c'est un script codé dans le système et puis c'est tout. Donc, ces capacités sont disponibles, mais ce n'est pas celles-là qui nous intéressent. Celles qui nous intéressent, ce sont les capacités au-dessus de celles-là, celles qui correspondent à l'interprétation et à la décision du robot. Donc voilà. Et alors, ce que je peux dire aussi sur cet aspect-là, c'est que c'est un champ de recherche aujourd'hui établi et important. Et nous sommes chez nous, comme dans d'autres équipes,
assez ambitieux, dans le sens où on aimerait bien, petit à petit, élaborer véritablement un framework, une structure générale, un environnement dans lequel on peut donner un sens précis pour des implémenteurs de ce que c'est que l'activité conjointe entre l'humain et le robot. Alors, ça s'inspire de beaucoup de travaux antérieurs, bien évidemment. Des travaux notamment sur l'interaction sur des utilisateurs, sur tous les travaux qui existent en multi-agents et qui existent depuis longtemps en multi-agents. Là, j'en cite quelques-uns. Les travaux très anciens, en passant de Canadiens, Cohen-Levesque par exemple, en 1991, les aspects multi-agents qu'il a développés sont aujourd'hui encore tout à fait pertinents et inspirants pour nous. Les travaux des philosophes tels que Bratman sur le Shared Cooperative Activity sont essentiels aussi, ainsi que ceux de Clark de Stanford, notamment, qui lui travaille sur le dialogue, mais sur le dialogue en tant qu'activité conjointe et pas simplement échange d'informations. Et puis, un autre grand champ aujourd'hui d'inspiration qui est la psychologie développementale, bien évidemment. J'en mentionne quelques-uns ici avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler. Et puis aussi, il y a une autre communauté qui existe. Il y a une petite faute d'orthographe ici, il manque un T, community. Ce qu'on appelle la Joint Action Community, qui est essentiellement une communauté européenne et qui travaille sur l'action conjointe, joint action, entre les humains. Et qui est relativement intéressante pour nous parce que nous y faisons un entrisme d'une certaine manière. Petit à petit, nous impliquons ces gens. Et alors, ces gens sont essentiellement des philosophes et des psychologues, des cogniticiens. Et nous travaillons avec eux pour voir comment on peut passer de l'action conjointe, on va dire, entre les humains, à des situations d'action conjointe entre l'humain et le robot. Alors, c'est tellement… Je peux vous poser une question? Oui, je vous en prie. Est-ce que vous pourriez revenir à la slide juste avant? Celle-là, oui. Oui, vous semblez beaucoup travailler sur les questions de signaux, de communauté, multi-agents, par exemple. Donc, j'imagine Oui, qu'il y a des signaux extériorisés qui ne sont pas juste dans l'interaction directe. Est-ce que vous oui. travaillez avec la construction de niches et les signes déontiques? Alors, ça nous intéresse, et je vais bien sûr, comment dire, l'ensemble des signaux qui sont échangés entre les deux partenaires d'une action conjointe nous intéresse. Et c'est justement un aspect essentiel. Donc, pour ma part, je travaille plus sur les aspects décision, donc je suis plutôt utilisateur de ces choses-là, mais je réfléchis à quel moment, d'abord, quels signaux le robot doit interpréter de l'humain, et pas uniquement les signaux verbaux, mais aussi les signaux qui accompagnent le geste et la parole, et aussi quels signaux le robot, on va dire, de nouveau prédictible et lisible dans ses intentions, etc. Donc les gestes déontiques nous intéressent bien évidemment. Donc, vous allez en voir quelques exemples par la suite, même si on rentre pas, je ne vais pas rentrer tellement dans les détails là-dessus. Mais oui, voilà. Donc, je continue. Donc, je disais que, alors, notamment sur les signaux-là, justement, nous réunissons, nous avons, et si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, j'en mentionne les liens ici. Nous organisons depuis quelques années des workshops où nous réunissons ces communautés de psychologues, philosophes, roboticiens autour de l'action Human-Robot Joint Action, l'action conjointe humain-robot. Donc là, je vous donne des liens. On a organisé déjà 12 workshops. Alors, ces workshops sont colocalisés avec des conférences, soit de robotique, soit de HRI, c'est-à-dire spécifique, soit de philosophie ou de psycho. On va aussi chez nos amis de Joint Action Meetings, etc. Si vous allez sur ces liens-là, vous allez trouver pas mal de slides, de présentations de gens de ces différents topics, de ces différents domaines, qui réfléchissent avec nous sur ces notions-là. Alors justement, les concepts, je vais les résumer très rapidement ici. Et les concepts et les mécanismes de l'action conjointe viennent de ce problème-là. C'est-à-dire, une action conjointe, elle est définie ici, entre plusieurs humains,
c'est vu comme je donne une définition ici de Sebans, justement, qui est un des animateurs de la communauté, Nathalie Sebans et Gunther Knöblich, sont deux des animateurs, les relativement connus et respectés de cette communauté Joint Action Meetings. Il donne ici une définition pour les humains, mais elle nous va très bien. L'action jointe peut être vue comme l'ensemble d'une interaction sociale entre plusieurs individus qui vont coordonner leurs actions dans le temps et dans l'espace pour réaliser un changement dans l'environnement, pour effectuer une tâche d'une certaine manière. Et en fait, ça contient énormément d'aspects liés à l'attention conjointe, liés à la manifestation mutuelle du fait qu'on partage un topic commun. Ça concerne aussi des aspects liés à l'engagement, à quel point on est engagé en tant que partenaire dans une tâche, et également les mécanismes que nous utilisons, notamment les signaux que nous échangeons avec les partenaires dans une tâche pour assurer que la tâche fonctionne bien, qu'on est bien en train de la faire ensemble. Parce que ce qui est intéressant dans cette communauté, c'est qu'ils étudient et qu'ils montrent comment ces signaux sont absolument nécessaires pour ne pas diverger quand on fait une tâche commune. Parce que justement, on peut très rapidement diverger et très rapidement se retrouver, même si on croit participer à une tâche, intervenir de manière non cohérente, parce qu'on n'est pas prévenu, parce qu'on n'a pas eu les bons signaux ou parce qu'on n'a pas préparé à l'avance l'environnement, y compris les partenaires, à nos actions. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est comment exploiter ces notions-là dans le contexte de, cette fois-ci, l'action jointe humain-robot. Je donne ici quelques exemples standards, on va dire, aujourd'hui. Robots compagnons, robots de service ou robots manufacturiers, équipiers. Et la question qui se pose, c'est bien celle-là, c'est comment nous, humains, comment faisons-nous pour collaborer de manière efficace et dans de telles situations, pour de tels types de tâches, et qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon partenaire? Nous savons très bien, quand nous collaborons avec quelqu'un, s'il est un bon partenaire ou s'il ne l'est pas, s'il joue le jeu ou s'il ne le joue pas. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors ici, je mets un slide d'un collègue, Bradshaw, excusez-moi, qui a pas mal travaillé là-dessus et avec qui j'ai pas mal échangé, sur un certain nombre de critères qu'il a définis pour cette action conjointe et qui vont bien ici. D'un côté, vous avez à la base le fait qu'il faut se mettre d'accord ensemble pour réaliser une tâche et s'assurer qu'on a une intention conjointe et interdépendante, que les deux intentions sont indépendantes. C'est la partie A, en bas, à la base. Il y a une sorte de contrat entre les partenaires qui vont réaliser une tâche commune. Il y a un deuxième aspect, c'est maintenant comment la réaliser. Eh bien, il est absolument indispensable d'étudier les aspects prédictibilité, interprédictibilité, ce qu'on sait l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on sait ensemble de la tâche et ce qu'on ne sait pas. Des aspects d'adaptability aussi, comment on s'adapte à l'autre. Et puis un troisième aspect qui lui correspond aux signaux dont on parlait tout à l'heure, que Bradshaw appelle élégamment la chorégraphie de l'action jointe, de l'action conjointe, qui est l'ensemble des mécanismes qu'on utilise pour signaler les différentes phases, pour se coordonner, pour s'adapter à l'autre, pour le prévenir, etc. En sachant que ces actions sont ajoutées à la réalisation de la tâche elle-même et qu'elles ont un coût également. D'abord, il faut les choisir et puis ils ont un coût et qui va intervenir dans la réalisation de ces tâches. Et donc, c'est ces choses-là, c'est tout ce champ que nous essayons petit à petit d'intégrer dans le robot humain, dans l'activité humain-robot, avec un aspect supplémentaire que j'ajoute ici, c'est que le robot, ici, n'est pas l'égal de l'humain. Il ne faut pas l'oublier, je l'ai mis à la fin, il faut que ce soit bien clair là-dessus. Il n'est pas un partenaire au même niveau que l'humain, il est là pour le servir. Le robot est un esclave. Il est là pour le servir et à s'adapter à lui, et pas l'inverse surtout. Et le robot, s'il
S'il ne le fait pas, eh ben, il ne sert à rien. Il faut surtout ne pas le faire. Voilà. Donc, c'est essentiel là aussi. Il y a à la fois prendre en compte ces contraintes et ces mécanismes de l'action conjointe, mais également s'assurer que le robot là, il a ce rôle de facilitateur pour l'humain. Il l'aide dans la tâche. Il n'est pas son égal, loin de là. Voilà. Alors, donc le topic, c'est celui-ci. C'est comment développer les processus processionnels, pardon, les processus décisionnels, excusez-moi, de ce robot de nouveau dont on rêve. Et en fait, alors là aussi, donc on a travaillé notamment avec une philosophe, Elisabeth Pachery. Alors, philosophe, sa spécialité, c'est ce qu'on appelle la philosophie of mind, la philosophie de l'action. Donc, elle s'intéresse à l'action conjointe entre humains. Et donc, on travaille avec elle pour voir. Et on s'est rendu compte que dans sa manière de présenter les choses et de l'attaquer, eh bien, elle s'était assez similaire à ce que nous faisions au niveau du robot. C'est-à-dire qu'elle imaginait aussi une sorte de hiérarchie avec un niveau distal et un niveau proximal. Ce que nous avons, nous, dans nos systèmes robotiques, entre le niveau décision, task planning, très souvent, et le niveau exécution, ce qu'on appelle le context-based action refinement, la partie où le moment va affiner la tâche pour l'exécuter. Et puis aussi, ces deux aspects essentiels dans l'interaction qui sont d'une part la collaboration et d'autre part la coordination, qui sont manipulés de manière différente quand on réalise une tâche. Alors, voici le contexte que nous avons défini et qui nous sert de base pour réfléchir. Donc, il faut le voir comme ça. Nous avons un humain et un robot, ils ont une tâche à faire. Ils sont en situation multimodale, le geste et la parole. Ils sont aussi en situation d'observation mutuelle, c'est très important. Ils partagent la tâche, la décision et l'espace, et ils prennent comme information cette observation mutuelle. Ce qui veut dire que le robot est là et perçoit l'humain, l'humain est là et perçoit le robot et son activité, et ce qui est important, et qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on veut prendre en compte le fait que le robot sait, c'est-à-dire raisonne sur le fait qu'il est perçu par l'humain. C'est ce niveau deuxième. Okay, non seulement le robot fait la tâche, mais il sait qu'il est perçu en train de la faire. Et donc, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une tâche. Nous voulons la faire le mieux possible, c'est-à-dire qu'elle soit efficace, qu'elle soit aussi safe, on l'a déjà dit, mais également acceptable et intentionnelle. Et nous prétendons que doter le robot de capacités décisionnelles, de planification, de délibération en ligne, pour raisonner, anticiper, construire des comportements proactifs, peut l'aider à mieux fonctionner d'une certaine manière dans cette tâche. Il y a un aspect essentiel. Rachid, tu me permets une question? Je t'en prie. Tu l'anticipes en plus. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire en disant que le robot sait? Je veux savoir exactement ce que vous voulez dire par ça. Le robot, c'est-à-dire, je vais le montrer. Mon slide, dans un ou deux slides, je vais parler de modèle. Voilà. Quel modèle nous allons mettre dans le de son environnement, de sa tâche et tout ça. Et ce qui nous semble important, c'est que le robot ne doit pas simplement avoir un modèle des objets et de la tâche qu'il fait, mais doit aussi avoir un modèle simplifié, mais un modèle de l'humain. Et un modèle et une estimation de ce que l'humain sait de la tâche. Quand je dis qu'il sait, le robot a un modèle et va l'estimer, et à partir de là, il va produire un comportement, il va synthétiser un comportement par des processus décisionnels avec un certain nombre de critères qui sont notamment faire la tâche de manière efficace, acceptable, etc. Donc, il a un modèle, et dans le modèle, il y a le modèle de l'autre. Il sait ce que c'est l'autre. Et là, ma question se répète, tu veux dire c'est dans le même sens. Et si tu veux dire c'est dans le même sens, ça veut dire que la même chose arrive dans la tête
de l'humain. Alors, très bonne question, bien sûr. Merci de me la poser. Je te propose, donc je vais aller un petit peu plus loin, tu vas me la reposer juste après pour voir si ça correspond bien. Bon. Voilà, c'est exactement ça. Nous sommes justement là-dessus, sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, où nous voudrions doter le robot de la capacité de prédire et de raisonner sur l'état mental, de mental state en anglais, c'est pas exactement la même chose qu'état mental en français, voilà, de l'humain dans la tâche. Et je vais donner des exemples. Donc justement, notre approche comprend deux volets. Un premier volet qui est tout un côté interprétation de situation, situation assessment. Qu'est-ce que le robot comprend de la situation et tous les processus d'interprétation qui sont autant décisionnels que le robot doit mettre en œuvre. Et un deuxième aspect qui est l'aspect synthèse de comportement. Quels sont les comportements que le robot va produire pour agir sur l'environnement, mais aussi agir sur son partenaire humain et sur son état mental. Donc, de temps en temps, je mets quelques références pour ceux que ça intéresse. Donc, je vais aller plus loin. Et justement, alors, une manière de le faire, c'est le choix que j'ai fait ici, c'est de donner des exemples de travaux que nous avons faits qui relèvent, qui sont inspirés de ce que j'ai dit jusque-là et qui les illustrent sur des cas très particuliers, bien sûr, mais je pense quand même pertinents. Donc, il y a un certain nombre d'aspects que je vais balayer, architecture, les modèles et ainsi de suite. Donc, je vais sur le premier. Quand je dis architecture, en travaillant justement avec nos collègues de psychologie de développement et philosophes, mais aussi en tant que roboticiens, nous essayons d'isoler des ingrédients, des petits composants que nous pouvons implémenter et qui vont intervenir dans ce robot-là pour qu'il puisse construire son comportement. Et ensuite, nous essayons de construire une architecture de contrôle, une sorte de système qui va contrôler le robot, qui va articuler ces différents comportements. Donc, nous avons contribué là-dessus. Nous avons des travaux sur ce qu'on appelle les control architectures. Nous avons travaillé sur, je vais donner un exemple, sur ce que c'est que la planification dans ce contexte, qu'on a appelé le Human Aware Task Planning, la planification prenant en compte explicitement l'humain. Nous avons travaillé sur la navigation qui prend en compte explicitement l'humain. Et nous avons travaillé également sur la prise de perspective, c'est-à-dire sur le fait que le robot essaye d'estimer ce que l'humain voit de la scène et comprend de la scène. Et à partir de là, non seulement le robot peut calculer les affordances, ce qu'on appelle les affordances, c'est-à-dire ce qui est faisable à chaque instant par lui et par l'humain, et par son partenaire humain. Et nous avons des résultats, nous avons implémenté et illustré ce que nous avons produit dans différents systèmes. Un robot d'aéroport, guide d'aéroport, qui implémente effectivement ces notions de planification avec prise en compte explicite des humains, on fait des exemples. Un robot assistant à la maison qui fait ce qu'on appelle du fetch and carry, va me chercher tel objet. Un robot assistant dans un atelier et puis un robot dans une galerie marchande qui fournit un certain nombre de services. L'architecture, under the hood, je veux dire, que je ne vais pas détailler ici, que nous utilisons est définie ici. En gros, on a défini un certain nombre de composants, ce qu'ils font et comment ils s'articulent avec les autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Là aussi, il y a des papiers, puis ça concerne plus, on va dire, les implémenteurs. Ce que je vais plutôt discuter, c'est montrer des exemples. Et donc, voilà, j'arrive à cette notion de modèle. Quand on se place, mon but, un robot cognitif et interactif. Donc, je me place du côté du robot. Et du côté du robot, ce que j'aimerais bien, c'est que le robot se pose en permanence les questions que j'ai listées ici. Quoi, qui, où, quand et comment. Et ça va se faire, le robot doit être capable de répondre à ces questions à chaque instant. Et dans le cadre de plusieurs, comment dire, dans un horizon court, mais aussi dans un horizon relativement long qui est lié à l'horizon de la tâche. Quoi faire? Quoi faire maintenant? Est important, bien sûr, puisque le robot est là pour agir. Okay. Qui
qui doit faire? Ce n'est pas toujours le robot. On a l'interaction humain-robot. Parfois, c'est l'humain. Parfois, il est plus sage pour le robot, plus pertinent de ne rien faire, justement. Ou de laisser faire l'humain, même si lui peut faire. Et c'est important. Ou la question semble simple, mais elle ne l'est pas du tout. Choisir, même quand on vous donne une tâche, choisir où la faire n'est pas une mince affaire. Et parfois, il y a pas mal de critères à prendre en compte pour choisir où faire une tâche. Un autre aspect qui est évident, c'est quand. Il y a plein de moments où même quand on vous donne une tâche, vous choisissez à quel moment la faire parce qu'à certains moments, ce n'est pas du tout pertinent, vous dérangez, ou vous n'êtes pas, comment dire, vous êtes décalé, etc. Et puis, le dernier aspect, qui semble simple, mais qui pose de gros problèmes aux gens qui travaillent sur la planification, c'est le how, le comment. En fait, il se trouve que très souvent, quand on a un problème, et même quand on développe des planificateurs, ou nous-mêmes, quand nous résolvons un problème, il y a plein de manières différentes de le résoudre. Il y a plein de solutions différentes. Et certaines solutions sont bien préférables à d'autres, justement parce qu'elles prennent en compte le fait qu'il y a un autre qui est présent, le fait qu'on est en train de faciliter la tâche de l'autre, et ainsi de suite. Et ça, c'est essentiel. Donc, choisir une manière de faire, choisir la bonne manière de faire est essentiel pour le robot et essentiel pour un partenaire collaboratif. De nouveau, ça rappelle. Et alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et en même temps, je n'ai rien dit. Puisque justement, ce qu'il nous faut maintenant, puisque nous sommes des roboticiens et des ingénieurs et des informaticiens, nous avons besoin de modèles pour pouvoir définir ces choses-là et puis ensuite coder d'une certaine manière ces comportements, y compris les comportements additionnels. Et c'est sur ces modèles que je vais discuter. Ces modèles, essentiellement, on va les traduire en forme à la fois de protocoles, c'est-à-dire de choix, et aussi sous la forme de critères pour pouvoir évaluer les comportements. Alors, par exemple, pour les aspects planificateurs, nous avons beaucoup travaillé sur cette notion de cost-based, c'est-à-dire non seulement nos planificateurs doivent produire des plans, mais doivent aussi estimer leurs coûts. Et les coûts et l'utilité ici ne sont pas uniquement de la performance, du temps ou de l'énergie, mais également, ces coûts peuvent prendre en compte, peuvent essayer d'évaluer les préférences de l'humain, les efforts, le confort de l'humain. Ce serait bien qu'on puisse l'intégrer dans les critères, dans les coûts et les utilités que les planificateurs vont prendre en compte pour produire leur comportement, pour la synthèse du robot. Les modèles sont des modèles, je l'ai mentionné, notamment ceux liés aux états mentaux, à Theory of Mind, et aussi au fait que très souvent, quand on va construire quand on construit un comportement, il existe des comportements qui non seulement réalisent la tâche, mais communiquent à travers la réalisation de la tâche des informations, des signaux complémentaires de lisibilité, prédictibilité, facilitation. Alors, je vais donner des exemples maintenant. Le premier exemple, c'est qui nous semble essentiel et qui est le premier niveau, c'est cette notion de prise de perspective mise en œuvre par le robot. Alors, quelle est l'idée? C'est celle-ci, le Theory of Mind, c'est celle-là. Vous avez un robot et vous avez l'humain, et il y a quelque chose entre eux. Il est important que le robot interprète correctement la chose. Et pour le faire, le robot doit absolument se mettre à la place de l'humain pour comprendre ce que l'humain voit de la chose et l'interprète. Et alors pourquoi? Pour pouvoir analyser correctement une situation, pour pouvoir, par exemple, calculer ou répondre à des questions. Est-ce que l'humain peut voir cet objet? Est-ce que l'humain peut l'atteindre? Est-ce que l'humain peut attraper cet objet? Est-ce que l'humain me voit, moi robot? Ou est-ce que moi robot, je dois me placer pour que je puisse être vu? Qu'est-ce que l'humain sait depuis sa perspective, c'est de l'état de la tâche? Ces questions-là sont essentielles. Sinon, le robot, de nouveau, va raisonner sur ce qu'il, lui, modélise de la scène, qui n'est pas forcément ce que l'humain voit de la scène. Et c'est pour ça que nous avons fait une chose, c'est-à-dire que la perception du robot comprend deux aspects. Le robot, il a une caméra, il voit la scène. Dans cette scène-là, il y a un humain. Et le robot va aussi, d'une certaine manière, modéliser, estimer
ce que l'humain voit de la scène. Vous voyez, c'est comme si on mettait une caméra virtuelle dans les yeux de l'humain partenaire du robot, et le robot essaye de voir ce que l'humain verrait de cette scène-là. Et à partir de là, le robot peut essayer de calculer l'état mental, le sien, mais également celui de l'humain, ce que l'humain voit de la scène, ce qu'il sait de la scène. Alors, dans l'exemple que je montre, il est tout simple, parce qu'il voit finalement la même chose. Il y a juste la perspective droite-gauche. Bien sûr, les objets ne sont pas proches les uns de l'autre, mais il suffit de mettre un obstacle ou un objet qui cache une partie de la scène à l'un et pas à l'autre, et on va avoir une différence de perspective et de croyance, de cette manière, sur l'état du monde. Et c'est bien ça qui est important. Donc, nous avons développé un système où un robot est capable de faire ça dans une mesure très simple, qui est juste comment dire, la perspective par rapport à une tâche de manipulation d'objets vis-à-vis du robot. Le problème ici, c'est juste de manipuler des objets entre un humain et un robot. Et alors pourquoi on a fait ça? Eh bien, pour se rapprocher d'un test standard en psychologie, qui est le test très connu de Sally et Anne, hein, où il a été montré que les enfants jusqu'à un certain âge ne sont pas capables de distinguer que il y a des croyances différentes entre les différentes personnes qui sont présentes dans une scène en fonction de ce qu'elles ont vu, de ce qui s'est passé dans la scène. Je ne vais pas détailler plus, je vais le montrer directement dans l'exemple que nous traitons. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de construire un exemple où on va faire passer le test de Sally et Anne à notre robot. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. Vous allez voir. Vous allez voir le robot qui est rouge, on va dire rouge, et vous allez avoir deux personnes, bleu et vert, dans une scène où il y a des objets à prendre. Donc, voici la scène, voici le robot est de notre côté, vous le voyez un petit peu. Et ce que vous voyez en face de nous, c'est bleu, un bonhomme qu'on va appeler bleu, dans la scène. Et ce que vous voyez en haut à droite, c'est le modèle, justement, que le robot a construit de la scène. Alors, la perception ici est extrêmement simplifiée pour les objets. Vous voyez que les objets dans la scène ont des tags, ont des signaux. Des tags, et ces signaux permettent au robot de simplifier beaucoup le problème du robot, puisque quand il voit un signal, il voit un objet. Quand il voit un de ces tags-là, il voit un objet. Et à partir de ces tags, le robot localise les tags dans la scène et construit dans son modèle, que vous voyez en haut à droite, les objets de la scène. Vous voyez la table, la grosse boîte rose, et puis c'est des boîtes de cassettes ici, de cassettes vidéo, qui sont manipulées. Donc le robot voit cette scène-là, et il voit l'humain. L'humain est vu en utilisant une caméra 3D, une Kinect, qui est sur la tête du robot, et à partir de là, le robot est capable de localiser l'humain dans la scène et de suivre ses gestes. Voilà. Donc le robot ici est purement observateur. Donc il voit la scène et il construit, pardon, j'aurais dû le dire avant d'aller, il construit ce que lui voit de la scène, mais également il essaie d'estimer ce que bleu voit de la scène. Là, bleu, donc il va construire un état mental de bleu, et clairement ce que voit bleu dans la scène, bleu voit les objets qui sont posés sur la table. Voit la table, voit le robot, et voit les objets qui sont posés. On va se concentrer sur les objets. Voilà. Et puis, il y a vert qui vient, qui est une autre personne, et vert se place dans une situation à peu près identique, on va dire, à bleu, au même endroit. Il a à peu près la même perspective. Le robot construit pour vert un autre état mental qui est qu'est-ce que vert sait de la scène. Ce que vous pouvez voir à droite, c'est le processus de construction de ce modèle-là pour vert. Et puis, voilà, c'est là. Vous voyez des petites sphères au-dessus des objets, des petits disques, des petites sphères de couleur bleue ou verte qui montrent ce que chacun a vu de la scène, pour chacun des agents. Et puis, vert s'en va. Et en l'absence de vert, bleu prend l'objet qui était à droite, à sa droite, et le pose là. Vous voyez? Et voilà. Donc maintenant, l'objet est passé. Le robot a suivi la scène et a mis à jour. Et quand vert va venir, le robot va se rendre compte que vert, le robot va inférer que vert a vu que l'objet n'était plus sur la table, mais ne sait pas où il est. Pourquoi? Parce que l'objet lui est masqué.
la cassette a été déplacée à un endroit où elle n'est pas visible à vert. Et ainsi, le robot est capable de construire une estimation de l'état mental de chacun de ces deux partenaires humains qui est différente. Ils n'ont pas la même vision des choses et il ne va pas s'adresser aux deux de la même manière. Voilà, en fonction de ce qu'ils savent de la scène. Et ça, c'est essentiel pour le robot, parce que là, il va pouvoir être pertinent. Notamment, alors, ce que je fais ici, je vous ai montré ça à l'arrêt, mais je peux vous montrer comment dire. Là, je vais baisser le son. Là, c'est la vidéo en temps réel qui tourne et qui effectivement tourne en temps réel dans notre système, où le robot va faire cette estimation en temps réel. Donc là, vous voyez que le robot est en train, petit à petit, avec sa perception, de poser les objets dans la scène, parce qu'au début, il n'y était pas, grâce à sa perception, de nouveau très simple. Et le robot va pouvoir interpréter quand vert arrive. Alors, pourquoi on a mis vert et jaune? C'est parce qu'on a voulu simplifier l'identification. Le robot identifie les personnes simplement en fonction de leur t-shirt, voilà, de leur chemise. Et donc, le robot construit effectivement, donc vous le voyez en temps réel, ce modèle différent pour les deux. Vous allez voir que ici, le robot, à la vitesse de nos robots, va pouvoir suivre ce que bleu va faire dans la scène et l'interpréter. Regardez ce qui se passe en haut à droite. Vous voyez que le robot, dans son modèle, est capable de suivre ce que l'humain a fait avec une certaine lenteur parce que les processus sont un peu longs et puis on visualise pour mettre à jour les choses. Vous voyez, l'objet n'a pas encore été mis à jour, le robot est en train de le faire. Voilà. À partir de maintenant, le robot a un modèle cohérent de la scène et un modèle à peu près cohérent de l'estimation de l'état mental de l'humain par rapport aux objets qui sont dans la scène. Rachid, tu permets une autre petite question? Pardon. C'est la même question qu'avant. J'ai remis mon son. Voilà. Oui, dis-moi. C'est à propos. Je vais attendre. Ouais, je vais arrêter là. Oui. Tu as noté que état mental ne veut pas dire la même chose en anglais et en français. Exactement. Mais ma question concerne ce que ça veut dire pour toi. Et en quoi est-ce que ton état mental, enfin, ton sens du état mental se distingue de état interne tout court? Alors, bon, c'est simplement, on va dire, un terme consacré dans notre communauté un petit peu, sur le theory of mind et des choses comme ça. Donc, je réutilise simplement un vocabulaire aujourd'hui un petit peu établi dans ce sens-là. Mon idée ici, c'est essentiellement de montrer que ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas l'état interne au sens de la configuration de l'humain et de ses positions, okay, de ses articulations, parce que là, l'humain est vu en quelque sorte comme un robot dans le système. C'est un système articulé. Il y a son état physique, sa position et tout ça. Son état mental, c'est ce qu'il sait de la tâche, ce qu'il sait de ce qu'il y a sur la table. Vous voyez, il sait que des objets sont posés, qu'ils sont à tel endroit, qu'ils lui sont accessibles, etc. Voilà ce que je définis ici comme état mental. État, c'est ses croyances sur la situation de la tâche. Je me suis dit que ça doit être ce qu'il sait encore une fois. Mais la raison pour laquelle j'ai dit état interne, je ne voulais pas dire je ne voulais pas toucher la question si ça correspond aux états internes biologiques, etc. Mais interne, ça veut dire tout simplement qu'à l'intérieur du robot, il y a de l'information qui est codée d'une façon ou autre. Exactement. Et donc, là, l'idée, c'est que ce qu'il y a dans la tête de l'humain n'est pas observable. Okay. Le robot ne peut pas l'observer. Il va l'inférer et va construire ce qu'il y a dans sa tête par rapport à la tâche. Vous voyez, voilà, c'est ça. C'est ça, merci. Voilà, c'est ce que j'appelle ce que l'humain sait de la tâche. Voilà. Donc, alors c'est ça qui est fait. Alors pourquoi ça? D'abord parce que ça fait partie de la compréhension de ce qui se passe dans la scène. Le robot ne sait pas simplement où sont placés les objets et où sont placés les humains, mais aussi ce que les humains savent du placement des objets dans la scène. On peut y ajouter aussi le fait qu'ils ont assisté à une séquence d'actions et ils peuvent l'avoir reconnue et l'avoir mémorisée. Donc, l'état mental comprend aussi une chronique ou une séquence d'actions qui ont été mémorisées. Qui a fait quoi à tel moment? Qui a manipulé tel objet à tel moment?
le robot, c'est ce qui se passe un petit peu ici, c'est ce que le robot a construit. Alors ça va lui servir pour quoi? Ça va lui servir notamment quand si le robot a besoin ici que l'humain prenne cet objet, sachant ayant été capable d'estimer que l'humain ne savait pas où était l'objet, il le lui dit. C'est ce qu'on voit dans le schéma qui est en bas. En bas, j'ai dessiné un plan qui est une séquence d'actions qui est en fait deux streams, on va dire deux flux. Le flux des actions de l'humain et le flux des actions du robot. Les actions de l'humain sont en vert, les actions du robot sont en jaune. Et parmi les actions du robot, il y a une action particulière qui est informer l'humain par rapport à l'objet qu'on a appelé black ici. S'il a besoin que l'humain prenne cet objet-là, le robot va lui transmettre par communication ou par geste déictique, pourquoi pas, ou par les deux en même temps, où se trouve cet objet, parce qu'il a estimé que l'humain ne savait pas où il était. Et donc, grâce à ça, le robot va le mettre en condition où il va répondre correctement. Alors, on voit bien que cette capacité peut servir aussi à interpréter correctement dans ce qu'un humain peut dire, puisqu'on va l'interpréter dans ce qu'il sait de la scène et pas dans ce que nous savons, nous, de la scène. C'est ce que nous faisons, nous, humains, en permanence, sans même nous en rendre compte. Un autre exemple que je situe ici pour montrer un petit peu, voyez le robot ici. Ce robot estime, et vous avez les deux images à droite et à gauche, l'image que le robot a de la scène, que vous voyez à gauche. Le robot voit l'humain dans la scène et voit quelques objets. Enfin, un bout de l'humain, c'est la partie rouge. Est-ce que ce robot-là a localisé cette personne et sait où elle regarde dans la scène? Et ce que vous avez à droite, c'est ce que le robot estime de ce que l'humain voit de la scène. Et par exemple, quels sont les objets qui sont vus dans la scène? Alors, il est intéressant de voir ici que parmi les objets que le robot estime que l'humain voit dans la scène, il y a des objets qui sont derrière le robot, parce qu'il les connaît. Il sait que, par exemple, ce robot-là sait que dans cette scène-là, l'humain qui est en face de lui voit les fauteuils qui sont derrière, le voit lui-même, robot. Et ça, c'est important pour que le robot puisse, c'est une première étape, on va dire, un premier élément qui va aider le robot à mieux produire ses décisions. J'ai été un petit peu lent ici, je suis désolé. Et donc, je vais devoir accélérer beaucoup et supprimer des choses je crois, dans ma présentation. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter. Ce que vous voyez ici, c'est la prise en compte de ces choses-là pour faire une tâche très simple, où le robot on lui demande, en gros, de poser un objet à un endroit qui soit visible et accessible à l'humain. Donc là, le robot estime où est l'humain, estime ce qu'il peut regarder, estime ce qu'il peut atteindre, et à partir de là, il estime aussi ses propres capacités d'accéder à l'objet et comment l'attraper. Eh bien, il trouve une position et trouve un chemin, une trajectoire qui lui permet de poser l'objet à un endroit qui lui est accessible. Vous voyez qu'il est important, là aussi, même pour une tâche aussi simple que ça, de raisonner sur l'autre et sur ses propres capacités et de perception et d'action. Voici d'autres exemples sur lesquels je n'ai pas le temps de détailler, qui sont implémentés, c'est-à-dire que nous avons développé un système qui les calcule et qui les produit automatiquement. Le robot que vous voyez à droite, c'est un robot à qui on a donné une seule tâche, là c'est uniquement un planificateur qui tourne, pose les trois objets de manière à ce qu'ils soient tous les trois accessibles et visibles pour l'humain. Et vous allez voir que le choix de la position, on ne l'a pas prédéfini. Le robot choisit où les poser et il va les poser sur la base de ses propres critères, notamment de perception de l'humain et d'accessibilité de l'humain, à des endroits qui, vous voyez que les trois objets restent dans le champ de l'humain, visible et accessible, notamment le troisième. Et ces choix-là, alors, vous voyez, ils ne sont pas forcément l'un près de l'autre, et ainsi de suite, pour un certain nombre de raisons. Pourquoi? Parce que je pense qu'il aurait touché avec son poignet s'il avait posé l'objet bleu plus près. Voilà. Et donc, nous équipons le robot de ses capacités, voyez, qui peut voir et qui peut accéder à tel objet et avec quel effort. Et ça, c'est important pour être de nouveau pertinent dans une tâche
de manipulation collaborative. Je vais accélérer. Le deuxième aspect, il ne suffit pas de construire un plan, hein, de dire pour faire ça, pour atteindre tel objectif, il faut que je fasse telle action et telle action. Il faut que je construise, et c'est ce qu'on a essayé de doter le robot de ça, il faut notamment que notre robot puisse raisonner non seulement sur ce qu'il peut faire lui, mais aussi sur ce que peut faire l'humain. Parce qu'il peut y avoir des situations où l'humain est nécessaire à la tâche, ou simplement l'humain veut intervenir. Donc nous avons développé un planificateur qui prend ça en compte, c'est-à-dire que non seulement le robot modélise ce qu'il est capable de faire et l'intègre dans son raisonnement, mais également ce que l'humain veut faire. Et là aussi, puisque nous voulons un robot adaptatif, nous avons ajouté ces notions d'estimation de coût et d'utilité. Le robot va produire un plan qui permet à l'humain d'intervenir, mais qui lui facilite la vie, notamment réduit ses efforts, ou évite des situations indésirables ou inconfortables. Alors, là aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, il y a des publications là-dessus où ces choses-là sont un petit peu décrites et formalisées, mais je vais vous donner juste un exemple ici, où pour une même tâche, il suffit juste de déplacer la boîte rouge, le robot va produire deux plans très différents, où dans un cas, chacun fait sa partie de la tâche, et puis elle est faite, et dans d'autres cas, l'humain et le robot doivent collaborer parce que le robot doit passer les objets à l'humain qui va les ranger dans la boîte. Et ça, le robot, de son côté, calcule ce plan-là pour pouvoir mieux interagir avec l'humain. Donc, il raisonne sur ce que l'humain va faire et va faciliter les tâches à l'humain. Et puis, il se passe une chose aussi. Je parlais de nouveau de l'acceptabilité. Ce qui peut se passer, c'est que parmi les plans possibles, pour faire une même tâche, certains sont moins préférables à d'autres. Par exemple, là, vous voyez deux plans qui permettent de réaliser la même chose, c'est-à-dire l'humain et le robot vont faire une activité ensemble. Et le deuxième est préférable au premier, à mon avis. Pourquoi? Parce que dans le deuxième, l'humain ne va pas attendre le robot. Dans le premier, on a trouvé un plan où l'humain va faire une partie, va être obligé d'attendre que le robot en fasse une autre pour pouvoir de nouveau intervenir. Et donc, si on veut avoir un humain qui soit à l'aise et qui ne soit pas emprisonné dans des mécanismes d'attente de l'humain, il vaut mieux produire des plans qui vont donner le plus de latitude à l'humain et surtout ne pas le laisser attendre inutilement, de laisser attendre. Voilà. J'ai des exemples là-dessus que je vais sauter parce que je n'ai pas le temps de vous les montrer. Là aussi, je vais sauter ces choses. Je ne vais pas mentionner ces choses-là parce que ça rentre un peu trop dans les détails, pour aller essentiellement sur un volet que je voulais vous montrer. Une tâche aussi simple, alors j'en ai d'autres, que ce qu'on appelle le handover, c'est-à-dire tendre un objet à un humain. En général, quand on le donne à des robots, on est dans une situation où l'humain est prêt à recevoir l'objet. Mais il est possible que l'humain ne soit pas en situation de recevoir l'objet. C'est-à-dire que c'est au robot tout seul de calculer le rendez-vous où la tâche doit se passer. Et pour cela, il est important non seulement de trouver les différents endroits où ça peut se passer, mais en plus de prendre en compte, de nouveau, de regarder comment l'humain peut faire pour atteindre l'objet, pour faire le handover, l'échange d'objets, et aussi réduire l'effort de l'humain. Ce que vous voyez ici, ça semble très simple, mais ce que vous voyez ici, c'est calculé par un système qui automatiquement, dans une situation particulière, a trouvé un endroit acceptable, on va dire, où l'humain et le robot peuvent échanger un objet et pour lequel le robot a fait la plus grande partie du travail et l'humain la plus petite, d'une certaine manière, en raisonnant sur les capacités d'atteinte de chacun. Et pour cela, le robot a pris tout ça en compte. Non seulement il a calculé l'accessibilité par chacun des agents, l'humain et le robot, au sens de les positions qu'on peut atteindre en naviguant, mais aussi les endroits où il y a des obstacles qui gênent l'échange, le contact entre les deux mains, d'une certaine manière, et puis également le confort du robot, de l'humain, parce qu'il y a des situations où effectivement le robot peut se mettre et peut attendre de faire un échange, mais qui vont demander un effort plus important à l'humain. Vous le voyez, une position inconfortable de l'humain. L'ensemble de ces critères-là sont pris en compte ici pour produire un plan. Et puis il reste une chose. Tout dépend, cela dépend également de si l'humain veut contribuer beaucoup ou un peu à la tâche. Voici un exemple où, pour une même situation,
Dans un cas, on a dit au robot, tu as en face de toi un grand costaud qui est pressé, et donc le robot va prendre en compte le fait que l'humain va accepter de se déplacer pour le rendez-vous. Et dans le deuxième cas, on a dit au robot, tu as en face de toi, pour la même tâche, la même configuration initiale et finale, une personne qui a des difficultés à se déplacer et qui donc va accepter que le robot soit plus intrusif et s'approche beaucoup d'elle. Et ces deux choses-là sont prises en compte dans le planificateur qui va calculer au niveau, on va dire, géométrique d'une certaine manière, le cheminement du robot et les choix des configurations d'échange d'objets. Alors, cet aspect-là peut bien sûr se généraliser à d'autres tâches. Ça, c'était juste pour vous montrer que nous avons effectivement réalisé cette chose-là, que ça fonctionne aussi bien en 2D qu'en 3D, puisque le robot peut passer des objets à un humain à travers une fenêtre, par exemple. Voilà, et effectivement, ça s'adapte à lui. Rachid, si tu permets, je te donne le signal que si tu veux 15 minutes de discussion, il reste 10 minutes. Combien? Il reste combien? Donc, si tu veux 15 minutes de discussion, il te reste 10 minutes de… Parfait, c'est parfait. Donc, je te propose de m'arrêter dans les 10 minutes, d'accord, pour qu'on ait 15 minutes de discussion. Donc, voilà. De nouveau, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Donc, je vais encore dérouler un petit peu. Alors là, je vous donne une autre tâche, de nouveau pour vous montrer comment il est important que le robot non seulement raisonne sur ses capacités, mais aussi sur celles de l'humain et sur les capacités partagées. Cet exemple ici semble très simple, mais il est quand même intéressant. C'est une situation où le robot va… De quoi s'agit-il ici? Le robot est dans une galerie marchande, il y a un humain en face de lui. Le robot a un modèle 3D de la scène. Il connaît, vous l'avez à droite, il connaît le plan complet du supermarché, de la galerie marchande. Et l'humain va lui demander où se trouve une boutique, qui en fait dans ce cas-là est au fond du couloir quelque part. Et là où ils sont, dans la position où ils sont, le robot ne peut pas pointer vers… la boutique n'est pas accessible, mais ne peut pas pointer vers un passage qui va permettre d'atteindre la boutique. Et ce que va faire le robot ici, c'est de choisir un endroit où l'humain et le robot vont pouvoir partager une perspective, voir la même chose, de manière à ce que l'humain puisse se placer et le robot puisse se placer pour que le robot puisse lui indiquer cet endroit. Donc le robot va calculer un placement, une configuration de l'humain et de lui-même et va inviter l'humain à le rejoindre dans cette configuration pour pouvoir lui faire, pour pouvoir faire ce geste déictique de lui montrer la chose. Et de nouveau, ça se fait ici en minimisant les coûts d'une certaine manière de distance, faire le moins de déplacement possible, notamment de l'humain, et juste avancer suffisamment pour qu'on voit suffisamment l'objet pour lequel on souhaite partager la perspective. Donc, vous voyez que cet aspect-là comprend de nouveau un aspect raisonnement, non seulement… Alors, il y a autre chose qui est intéressante ici. Vous voyez, l'humain et le robot n'ont pas la même taille, et donc leur perspective est différente. Le robot calcule deux perspectives, celle de l'humain et celle du robot. Et si l'humain était sur un fauteuil roulant, donc plus bas, sa perspective aurait été différente, il aurait calculé une perspective différente pour lui. Ce que je montre en bas, sans entrer dans plus de détails, c'est une grille de coûts. Les coûts sont représentés par des couleurs, du bleu qui est le coût le plus élevé jusqu'au jaune qui est le meilleur coût, de positions où on peut voir l'objet. Et vous allez voir que le robot se trouve et l'humain se trouve dans une situation blanche, et il va amener le robot à au moins une situation bleue où les deux peuvent voir l'objet, et ensuite dérouler la tâche Voilà. C'est ce qui se passe ici. Je vais le passer vite parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais accélérer pour aller vite. Et vous voyez que le robot va se déplacer et va atteindre une situation pour que la perspective soit visible. Alors, non seulement le robot fait ça, mais en plus, ce qui est important, et j'arrête là, c'est que vous voyez que le robot va percevoir, suivre l'activité de l'humain et percevoir que l'humain a bien tourné la tête vers le lieu qu'il lui a montré. Okay. Ce n'est qu'à partir de là que le robot aura considéré
que sa tâche aura été faite. Et ça se fait comment? Ça se fait par le fait que le robot calcule en permanence non seulement ce qu'il voit de la scène, mais aussi la perspective de l'humain de la scène. Ce que vous voyez à droite, c'est ce que le robot en permanence estime de la perspective de l'humain quand ils sont arrivés à la position finale. Voilà. Donc voilà deux exemples de prise en compte quand le robot va produire, va synthétiser son action, de l'humain, de sa capacité de voir, de sa capacité de décider et d'agir. Parce que ça, c'est important. Il ne suffit pas de produire un plan, comme le font la plupart on va dire, des robots. Dans le cas d'une interaction entre humain et un robot, il faut produire un bon plan, d'une certaine manière, un plan qui ménage non seulement la réalisation de la tâche, mais aussi ses objectifs de réalisation conjointe, d'acceptabilité et de lisibilité. Et tout ça sont des contraintes supplémentaires qui enrichissent finalement le problème du task planning, de la planification. Un autre problème de planification que je ne vais pas détailler, mais je vais juste vous le mentionner, c'est le problème de partager l'espace. Là aussi, c'est des travaux que nous avons faits il y a quelques années et que nous continuons à développer, qui sont liés à cette notion de proxémie. Un robot qui s'approche d'un humain peut le déranger, peut être un peu intrus et s'approcher trop, ou s'approcher au mauvais moment, ou s'approcher dans le mauvais angle. Pour cela, nous avons développé un planificateur qui prend en compte un certain nombre de contraintes, dont la distance à l'humain, dont le champ de vue de l'humain, etc., pour choisir quelle trajectoire le robot va faire. Et il va intégrer ces notions de confort de l'humain en termes de distance et de champ de vue dans sa planification, ce qui permet au robot de produire des comportements où il ne va pas trop s'approcher de l'humain pour ne pas le déranger s'il n'a rien à faire, s'il veut juste l'éviter, ou de s'approcher en se mettant en face de lui et en entrant suffisamment tôt dans son champ de vue avant de lui parler, ainsi de suite. Et c'est ces choses-là que nous avons intégrées dans ce fameux robot que je vous ai présenté au début, de guide dans l'aéroport. Ce robot-là perçoit les humains dans son environnement autour de lui au moyen de ses capteurs, d'un laser et d'une caméra, et construit et planifie des chemins, des trajectoires qui essayent d'éviter les humains, qui essayent de couper les trajectoires des humains, qui s'approchent d'eux de manière plus acceptable qu'un robot standard. Voilà. Il y a un autre aspect que ce robot fait et que je n'ai pas commenté ici, de nouveau lié à l'aspect déictique, c'est que ce robot, pour être encore plus prédictible, vous pouvez le voir avec sa tête ici, regarde ou précède avec sa tête un petit peu avant, en avant-phase, où il va aller, ce qui permet aux humains qui le croisent d'estimer à l'avance, d'avoir quelques informations sur où le robot va aller. Ce robot ayant d'ailleurs deux types de comportements. Un, montrer où il va, et deuxièmement, en regardant la personne la plus proche, lui montrer qu'il l'a vue, pour la rassurer là aussi. Je t'ai vu, je vais là. Et ces deux comportements de signaux supplémentaires qui ne sont pas liés, qui sont indépendants de la tâche que fait le robot, mais pleinement pertinents pour que l'humain les interprète correctement, sont intégrés dans le robot. Vous le voyez ici fonctionner. Je vais passer rapidement. Je vais arrêter là. Je vous propose et passer directement à la conclusion pour laisser la place à la discussion. Donc, vous voyez que je vais sauter pas mal de choses. J'avais prévu que j'aurais été un peu plus rapide. Simplement pour vous dire que je vais là. Ici, pour conclure. Voici bon, je ne peux pas ne pas mentionner les gens qui ont travaillé avec moi sur ce sujet. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, et encore, ils ne sont pas tous là. Donc, c'est tous mes co-auteurs, en quelque sorte, sur les travaux que nous avons produits. Pour vous dire aussi que, alors, j'ai défini un contexte général et puis nous l'avons implémenté dans des cas très simples, hein, des quelques tâches de manipulation collaborative d'objets et de déplacement dans un environnement humain, etc. Donc, il y a une large place pour encore étendre ces choses-là, mais nous pensons que c'est
c'est spécifique et limité, mais c'est, je pense, complètement pertinent pour des robots domestiques pour faire du fetch and carry, de la manipulation coopérative et de la navigation en environnement humain. Je mentionne ici les points clés que nous avons essayé de creuser. Et puis, sur les aspects critères qui me semblent importants et que j'ai mentionnés, pour le planificateur, au-delà de l'aspect estimation de l'état mental, je les ai mis ici en anglais. Il y a des critères qui sont pris en compte en termes de coût, en quelque sorte, de coût du plan, visibilité, proxémie, effort, règles sociales, de contraintes sur les placements du robot, comment il attrape un objet, comment il assure une visibilité mutuelle entre lui et le robot, et puis de propriétés qu'il serait bien de respecter, notamment les protocoles, les conventions, les signaux, et la compliance aux normes sociales. Et le dernier point, ce sont les critères que j'ai mentionnés, j'en ai donné quelques exemples ici, de confort, acceptabilité, prédictibilité, etc. Voilà. Merci pour votre attention. Désolé d'avoir été un petit peu long. Et puis, voilà. Ouvert à vos questions. Excellent. D'abord, on vous applaudit de la façon. Merci. J'invite tout le monde à montrer sa tête, s'il vous plaît, parce que pour les questions, c'est plus poli de montrer sa tête quand on pose les questions. Et puis, je voulais dire que c'était une conférence palpitante. Je suis très reconnaissant. Et vous Merci devez beaucoup. revenir donner la même conférence en anglais. Avec plaisir. Parce qu'il y a toute l'équipe de McGill qui n'est pas venue à cause de la langue. D'accord. Et maintenant, les questions. Veux-tu supprimer tes diapos pour le moment? Oui, je vais arrêter de partager l'écran. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, Mao. Bonjour, en effet, c'est vraiment fascinant. Il y a Merci. j'ai eu beaucoup de questions. Je vais en poser une pour l'instant et voir comment ça va aller. Votre robot fait des plans il semble faire des plans, ce qui implique une notion de futur dans l'absolu. Oui. Mais il semble pas faire d'inférence probabilitaire par rapport au futur, qui serait donc relié à un moment-to-moment adaptation. Donc ça semble pas être bayésien. Les prédictions que le robot fait semblent être statiques. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette notion-là? Oui, alors effectivement, alors bon, je n'ai pas tout présenté, j'ai présenté quelques aspects. Le planificateur que j'ai présenté ici sont des planificateurs qui sont effectivement ne sont pas des planificateurs probabilistes, dans le sens où ils produisent des plans sur la base on va dire, de certitude de ce qui va se passer sur les étapes suivantes. Et pareil, quand ils estiment une situation, ils l'estiment de manière non probabiliste, c'est-à-dire tel fait est vrai, tel fait est avéré, ou il n'est pas vrai. Nous avons aussi fait des travaux, je n'ai pas mentionné ici, sur une estimation d'un état du monde probabiliste qui prend en compte cette fois-ci et même, comment dire, avec ces notions que j'ai montrées ici, qui sont quand même importantes, d'observabilité partielle. C'est-à-dire que le robot observe des choses, il n'en est même pas sûr, mais en plus, il y a une partie des choses qu'il n'est pas capable d'observer et qui va simplement inférer. Une chose qu'il infère ici, c'est l'état mental de l'autre. Et donc, nous avons construit aussi des exemples, notamment pour le handover que j'ai montré. Je l'ai montré au niveau planification. Ce que je n'ai pas montré, c'est une deuxième partie que nous avons fait aussi, qui est la réalisation de la tâche. Une fois que j'ai choisi où nous placer, qui est une décision ponctuelle, et qui est en fait rapide, maintenant il faut le faire. Et pendant que le robot fait ça, là, il y a besoin d'estimer de manière probabiliste si l'humain est dans la tâche, si l'humain va vers le robot, si l'humain veut toujours l'objet ou pas. Et on a des exemples comme ça. On a travaillé sur le fait qu'à un moment donné, il y a tous les cas. Il y a le robot, l'humain veut l'objet mais a une hésitation, ou à un moment donné, l'humain a changé d'avis, mais ne l'a pas dit. Et il est important que le robot puisse le prendre en compte. C'est l'aspect commitment, qui est un aspect engagement, qui est forcément quelque chose de non observable et d'inférable uniquement dans le système. Donc, nous avons travaillé effectivement sur ça, mais en général, nous avons consacré et limité l'aspect probabiliste du raisonnement et de l'action au niveau d'une action courte et réactive. Vous voyez ?
pas au niveau d'un plan large. Mao, est-ce que tu voulais dire probabiliste ou apprentissage en temps synchrone? Là, je parlais pas d'apprentissage, je parlais de raisonnement probabiliste, hein, pour faire la tâche. L'apprentissage peut intervenir après. Alors, par la suite, c'est encore un deuxième volet. Notamment, il est absolument nécessaire, nous le faisons aussi, mais je ne l'ai pas mentionné ici, il est important notamment pour la reconnaissance d'action, la reconnaissance de ce que va faire l'humain, d'avoir ce raisonnement probabiliste. On s'est aussi rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, nos planificateurs ne sont pas de haut niveau, ne sont pas probabilistes, mais ce n'est pas trop gênant. Pourquoi? Parce que, d'abord, on gère le continu et on gère l'adaptation. Et si l'humain ne fait pas exactement ce que le robot a prévu, le robot replanifie et réadapte. J'avais des exemples comme ça que j'ai sauté à la fin, que je n'ai pas pu vous montrer. Notamment, j'ai 2 exemples comme ça. C'est le handover, où il peut se passer plein de choses. Notamment, l'exemple qu'on a pris, c'est le robot est en train de tendre l'objet à un humain et le téléphone de l'humain sonne. Hop, il prend son téléphone. Il faut que le robot le détecte et attende un petit peu avant de reprendre. Ce genre de choses. Le deuxième exemple qu'on a pris, c'est se croiser dans un couloir étroit. Où de nouveau, il peut se passer plein de choses. On peut prendre les mauvaises décisions, il faut s'adapter, et ainsi de suite. Levez la main pour signaler que vous avez une question. Parce que sinon, j'en ai. Il y a des questions? Est-ce que… Oui, vas-y, Jérôme. Bonjour. Bonjour, merci pour votre présentation. Merci. Alors, je voudrais juste un éclaircissement par rapport à l'image que le robot prend par rapport à la vue de l'être humain. Oui. C'est une image miroir qui fait c'est-à-dire de ce qu'il voit lui-même, ou alors il fait le tour pour avoir, ou alors la caméra, est-ce qu'il y a une autre caméra d'en face? Et pourquoi je pose cette question? Parce que s'il voit la même chose, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où il y a un objet, par exemple, qui est caché, c'est-à-dire grâce à cause d'un autre objet qui est plus gros, et cet objet-là, par exemple, il intervient dans la tâche à résoudre. Donc, oui. Dans ce cas-là, comment il va réagir le robot? Est-ce que vous avez pris ce cas en considération? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est justement le cas qui est intéressant ici. Oui. Donc, nous partons de l'hypothèse suivante, c'est que le robot a une caméra posée sur lui, il voit la scène, et il voit, avec cette caméra, non seulement il voit la scène, mais il voit l'humain dans la scène. Et la caméra que le robot va mettre dans l'humain est une caméra virtuelle. Le robot dit, si la tête de l'humain est là et qu'il est tourné comme ça, si je mettais une caméra ici, qu'est-ce que je verrais de la scène? Et donc, c'est un calcul géométrique, c'est du 3D, c'est comme un jeu vidéo, d'une certaine manière. Et le robot donc, ne peut faire une projection que de la partie de la scène qu'il voit dans le champ de vue de l'humain. Donc, il y a des parties de l'environnement que le robot ne voit pas, et il y a des parties de l'environnement que l'humain ne voit pas, y compris dans l'estimation que le robot a de la vue de l'humain. C'est ce que nous faisons nous-mêmes. Je vais vous donner nous faisons ça en permanence. Vous voyez, je vous donne un exemple. Là, j'ai 2 téléphones. Voilà. S'il y en a un qui est voilà, et j'ai un robot en face de moi, ce que je voudrais, c'est 2 choses. C'est que s'il n'en voit qu'un, pardon, si moi je n'en vois qu'un et que lui en voit 2, hein, et il le sait, si je lui dis donne-moi le téléphone, qu'il ne me dise pas quel téléphone veux-tu, qu'il me donne le téléphone que je vois. Par exemple. Voilà un exemple. Un deuxième exemple. J'ai 2 téléphones dans mon champ de vue et aussi dans le champ de vue du robot. Okay, et je dis au robot, donne-moi le téléphone. Là, il peut me dire lequel veux-tu, ou alors il peut se rendre compte que l'un est tout près de moi et l'autre est loin de moi, et il va comprendre que si je demande un téléphone, ce n'est pas celui qui est près de moi, c'est l'autre. Et donc là aussi, c'est ce que nous faisons nous-mêmes quand nous interprétons, c'est que très vite, nous filtrons
l'ordre par l'ensemble de cette… C'est ce qu'on appelle le dialogue situé, en quelque sorte. Le dialogue situé, ou la réalisation de tâches situées. On interprète ce que dit l'humain dans sa perspective. Donc, si j'ai bien compris, le but, c'est d'avoir un robot qui réfléchit ou qui réagit comme un être humain, typiquement, c'est-à-dire en partie comme un être humain, en tout cas surtout de manière pertinente. Ouais. L'idée qui me vient en tête maintenant en discutant, est-ce que vous avez pensé c'est-à-dire à le doter donc style de scanner, donc de telle sorte donc il sera plus perfectionné que l'humain, de telle sorte il peut voir l'objet qui sera derrière un autre objet, c'est-à-dire que c'est juste l'idée. C'est possible et ça dépendra des tâches. Je vais vous donner des exemples. Le robot peut, dans certaines tâches, et ça peut déranger l'humain. C'est là où, de nouveau, on va tomber sur des problèmes de choses. Le robot peut avoir accès à l'ensemble des caméras de la scène, aux caméras de télésurveillance, par exemple. Donc, voir plus que l'humain, parce qu'il voit derrière, il voit l'humain alors que l'humain ne le voit pas, et ainsi de suite. Donc, c'est possible. C'est possible dans certains cas. Après, quel usage on va faire? L'essentiel, c'est de faire en sorte que l'humain d'abord soit acceptable et puis ensuite que ce qu'il dit ou ce qu'il fait soit compréhensible par l'humain. Si par exemple il voit une chose que l'humain ne voit pas, il est important qu'il le lui signale, si c'est pertinent par rapport à la tâche, voilà. Ce genre de choses. Mais on peut parfaitement imaginer une situation où le robot est omniscient d'une certaine manière. Il voit derrière. Pourquoi? Parce qu'il communique par Wi-Fi avec des caméras qui sont partout, par exemple. Donc là, c'est un petit peu différent de l'interaction face à face, comme on va faire entre deux humains. Excellent. D'autres questions? Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Sinon, entre-temps, je ne peux pas résister à raconter une anecdote. Il y avait une rencontre de roboticiens il y a assez longtemps. Il y avait Luke Stills, il y avait Rodney Brooks, tu connais probablement. Je connais très bien. Et puis, les robots étaient un petit peu plus primitifs qu'à l'époque maintenant. Mais ils cherchaient tous, les questions que je t'ai posées pendant ta conférence touchaient évidemment sur la conscience et pas seulement sur… Donc, ils cherchaient tous et ils prétendaient beaucoup avoir construit des robots conscients. Et moi, à l'époque, je ne suis pas roboticien, mais j'étais déjà végétarien. Depuis lors, je suis vegan. Et je leur ai dit, la conscience, c'est un état où ça ressemble à quelque chose d'être dans cet état-là. C'est un ressenti. Et moi, je mangerais n'importe quel de vos robots à n'importe quel moment. Parce que je ne mange pas les êtres conscients, mais vos robots, je les mangerai. Et ensuite, le défi de l'école d'été était de créer un robot que Arnad ne mangerait pas. Ah, bon, c'est excellent. Mais j'ai appris quelque chose de ton exposé. Je mangerai tes robots, c'est certain, mais je vois à quel point… Merci, j'insiste, il faut absolument que tu les manges. Voilà. Oui, mais en même temps, je dis que ça approfondit le problème difficile d'expliquer la conscience parce qu'on peut faire tant sans conscience. On se pose la question, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça ajoute? Ce qui manque pour rendre quelque chose d'interne mental. Oui. Est-ce que tu as des… Parce que je vois que tu parles de human aware, self-aware, etc. Oui. Alors, ce que tu dis est très important, est essentiel, et encore plus pour des gens qui travaillent sur l'interaction humain-robot. Et notamment sur tout ce qui concerne, on va dire, ce qu'on appelle effective computing. Et les choses liées à ça, les émotions, etc. Okay. Et c'est là où il peut y avoir des glissades que je fais le maximum pour ne pas tomber dans le piège et pour bien alerter les gens. Cette conscience
qu'on essaie d'intégrer au niveau du robot est une conscience pragmatique pour faire la tâche et pour être pertinent dans la tâche. Mais ces robots que je construis, ne sont pas des êtres sensibles. Il faut bien distinguer la chose. Ils ne sont pas des êtres sensibles. Donc, par aware, vous ne voulez pas dire… Non, c'est de awareness au sens comment dire, d'être pertinent dans la compréhension de ce qu'il y a pour pouvoir agir de manière pertinente. C'est tout ça, mais ce n'est que ça. Et pareil, oui. Voilà. Alors par contre, il est possible que le robot doive aller jusqu'à interpréter les émotions de l'humain. C'est-à-dire sentir à quel moment l'humain est gêné, à quel moment l'humain recule, à quel moment l'humain est satisfait ou pas de ce qu'il fait. Mais ça reste de l'interprétation simple. Pourquoi? Pour agir de manière efficace. Mais je me bats et je me battrai toujours pour dire aux gens, ce robot-là ne vous aime pas. ce robot-là n'est pas attaché à vous. Ce robot-là, si on peut le démonter et le casser. Voilà, c'est ça et c'est rien d'autre. Okay, c'est un bout de ferraille. C'est un bout de ferraille qui a été construit pour vous servir au mieux et qui est capable de prendre des décisions juste sur ça. Okay, mais et surtout, ne jamais laisser les gens leur croire que on est passé de l'autre côté voilà, du robot qui s'attache à l'humain. Donc, mon robot, tu peux le manger tranquillement. Marc-André a une question. Oui. Avant ça, je voudrais faire une observation. Il ne s'agit pas juste des émotions, parce que ça ressemble à quelque chose de voir, ça ressemble à quelque chose de comprendre. Tout ça, c'est déjà le ressenti. Ce n'est plus juste l'information interne. Oui, d'accord. Je vois. Mais c'est pour ça qu'en gros, dans ce que j'ai dit, c'est être sensible. Un être sensible. Et puis le défi, puisque vous avez fait la tâche de Sally-Ann, oui. L'arrière-grand-père de la tâche de Sally-Ann, c'était la tâche de Premack avec les chimpanzés. Oui. N'est-ce pas? Et ça, c'est un défi. Est-ce que ton robot va préférer donner de l'information à certains et pas à d'autres pour des raisons semblables? OK, Marc-André. Oui, merci de me donner la parole, Steven. Bonjour, merci beaucoup, M. Alani. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Il faut que vous sachiez que ma question est très naïve parce que je ne suis pas dans votre créneau. Je connais très peu de choses sur la robotique et je m'y intéresse parce qu'avec Steven, d'ailleurs, on développe un programme à l'université qui permettra donc d'étudier ce qu'on appelle ce human factor associé à la haute technologie. Et donc, vu de l'extérieur, pour moi, c'est très fascinant, mais il y a toujours une question qui revient quand j'aborde ces questions-là. Peut-être que vous êtes la mieux placée pour répondre à ça. Tout au long de votre présentation, je ne peux pas m'empêcher de penser à la façon dont les programmeurs ou les ingénieurs ou les spécialistes qui travaillent dans ce créneau-là, comment ils arrivent à intégrer ces processus que vous qualifiez. Bon, Steven parle de conscience, mais même sans aller si loin que ça, lorsqu'on parle de processus perceptivo-visuels, lorsqu'on parle de processus décisionnels, est-ce que c'est de laisser erreur ou bien si on intègre carrément des théories déjà bien établies dans des domaines cognitifs? Et est-ce que c'est possible de répondre à ça? Oui, je vais le répondre sous le contrôle de Steven, qui je suis sûr connaît ça relativement bien. Attention, il n'y a pas de Steven présent. D'accord, d'Étienne. D'Étienne. Voilà. La base du système, il faut la voir essentiellement comme une boucle de rétroaction. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un input qui vient de signaux, caméras et des choses comme ça, ou des capteurs qui sont sur le robot. Et à partir de là, ces signaux servent à construire une représentation simplifiée ou partielle d'un état de ce qui est vu. Et on dote le robot d'un objectif, c'est de modifier cet état du monde par rapport à un objectif qu'on lui a défini. Et pour ça, on est capable de produire des boucles d'action-réaction ou par algorithmique, on développe des systèmes qui sont capables d'essayer d'amener le système dans un état différent qui va réaliser l'objectif qu'on a prédéfini, qui est un objectif défini par exemple en la position du robot est plus proche de lui, voilà, et des choses comme ça. Alors après, on peut l'étendre à des choses un peu plus larges, vous voyez. Voilà. Et donc ce travail-là, il est fait essentiellement sur des processus. Et cette boucle de rétroaction,
Les automaticiens la font par des régulateurs, en quelque sorte, qui s'adaptent uniquement sur l'état courant. Ce que nous faisons dans notre domaine, c'est qu'on intègre le fait que le robot se projette dans un objectif un peu long, hein, pour produire les étapes suivantes, les différentes étapes pour atteindre cet objectif. Et ça, si vous voulez, c'est un niveau hiérarchique plus haut. C'est une boucle de rétroaction de plus haut niveau qui intègre pas uniquement les simples capteurs de position et des choses comme ça, mais aussi une interprétation qu'on sait faire aujourd'hui un peu plus évoluée d'une scène à travers une vue caméra. Oui, voilà, par exemple. Et également des inputs qui viennent, par exemple, de ce que dit l'humain. Parce qu'il existe des systèmes qui nous permettent maintenant, l'humain dit une phrase, elle est transformée en utilisant Google Talk en chaîne de caractères qui sont envoyés dans le système, etc. Ça, c'est plus l'aspect technique. La vraie question qui me vient, c'est de quelle façon le robot peut-il savoir qu'il faut traiter d'une certaine façon plutôt que d'une autre façon selon le contexte? C'est pas technique. Voilà, donc c'est le travail que nous faisons. Qui injecte cette espèce de façon de concevoir au robot, mais d'où il prend ça? De quelle façon il en arrive à injecter cette information, cette façon de réfléchir entre guillemets? Ça, on va dire que c'est ce que j'ai à un moment donné. On a une structure de plus haut niveau qu'on appelle l'architecture, où ces différentes capacités sont mises en place, et on a une sorte de robot, de superviseur, un logiciel qui, sur la base d'un raisonnement un petit grossier à un premier niveau, décide quel traitement d'information va être opéré sur la donnée, quel planificateur utiliser, par exemple, à quelle étape, décide des étapes successives qui vont être faites. Et ça, je ne dirais pas que c'est de la cuisine, d'une certaine manière, c'est scripté. C'est écrit sous la forme d'un programme, simplement. Alors, on peut le faire de manière un petit peu différente avec des aspects apprentissage, mais pour le moment, l'apprentissage est fait, même le deep learning et tout ça, est fait à un niveau plus bas, parce que c'est essentiellement de la catégorisation. Ça n'a pas encore atteint un niveau où l'apprentissage permet véritablement de générer, de produire automatiquement des plans sur plusieurs étapes. Est-ce que tu es content, Marc-André? Est-ce qu'on t'a répondu la question? Mais ça soulève plus de questions. Pardon? On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y, Mao. Non, en fait, Guy avait une question avant moi. Il a parlé si jamais. Guy. Je ne le vois pas. Non, je n'avais pas de question. L'autre Guy, Tamoko Jocho. Ah, Guy Carlos. OK. Est-ce qu'il est Oui. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, en principe, j'avais une question. Vous avez dit que le robot estime l'état mental, les connaissances de l'humain, et il y a également les connaissances qui sont partagées. Oui. Bon, en fait, j'aimerais savoir comment est-ce que le robot estime, par exemple, les faces cachées d'un objet qu'il ne voit pas et que l'humain voit. C'est-à-dire, par exemple, si on lui demande de donner un iPhone sur la base juste d'un logo que lui, il ne voit pas, comment est-ce qu'il pourra procéder? Il y a des situations où le robot ne peut pas trancher. Hein, voilà, tout simplement. Hein. Je veux dire, on peut envisager un petit peu dans ce cas-là. Le robot, ce qu'on essaie de faire, on essaie d'exploiter autant que possible l'information qui existe dans le système, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Alors, il peut se passer plusieurs choses. Dans l'exemple que vous donnez, c'est soit quelqu'un est passé avant et a dit au robot, ça c'est un iPhone, et à ce moment-là, il sait ce que c'est, et il le croit. Et à ce moment-là, même si lui-même n'a pas été capable de l'identifier en tant que tel, eh bien, il le sait. Et si on lui demande, il va faire confiance et il va le donner. Mais en tout cas, le robot n'a pas de capacité, il peut juste dérouler des capacités d'inférence. Voilà. On pourrait le doter de ça, mais pas de capacité de perception de choses qu'il n'a pas perçues.
ton approche est très axée sur les affordances sensorielles, Tout à fait. sensorimoteurs. Est-ce que tu peux parler un peu du rôle éventuel du langage dans cette histoire? Donc, le rôle du langage est important là-dedans, parce que justement, alors, ça pose plein de questions, là aussi. Une question que tu connais très bien, Étienne, c'est le grounding. C'est pas pour rien que j'ai posé la Voilà. question. Voilà. C'est comment attacher un symbole à un signal qu'on voit dans la scène. Donc voilà. Tel que nous le faisons aujourd'hui, nous le faisons essentiellement dans les cas que nous avons traités par, on va dire, une prédéfinition à l'avance dans le système des objets qu'on nomme, et on dit au robot, enfin, on code dans le robot le fait que tel symbole correspond à tel objet ou telle catégorie d'objets. Et puis, nous codons, comment dire, nous définissons ce qu'on appelle des ontologies qui permettent d'associer des objets et d'associer des attributs à des objets ou à des catégories d'objets, de manière à ce que le robot puisse utiliser les ontologies, qui sont des ontologies humaines essentiellement, pour les utiliser dans son dialogue, dans ses échanges avec le robot. C'est grâce aux ontologies et à cette mécanique de base d'associer avec du deep learning des symboles à des signaux. Et au-dessus, eh bien, se fait un raisonnement sur la base, on va dire, d'ontologie, la même chose qui existe sur le web, par exemple, ou qui vous permet de demander à un système de vous réserver un billet d'avion, par exemple, alors que vous avez tapé BYLLET. Voilà. Et vous obtenez un vrai, et vous voyagez avec ça. Donc, le passage de l'un à l'autre est précodé dans le système, mais de manière suffisamment souple pour que le système puisse un peu raisonner dessus et, d'une certaine manière, vous en parler dans les concepts qui sont, voilà, qui sont construits pour les humains. Dans l'exemple que je traite, il y a ça, et puis il y a aussi des choses qui semblent très simples, mais qui sont importantes, c'est objet, je vais vous donner un exemple, objet est posé sur la table. Juste cette notion de poser sur la table n'est pas quelque chose de simple, mais notre robot est capable de la calculer, parce qu'il calcule une distance entre la table et l'objet. Il a aussi un modèle, un simulateur physique qui lui permet de savoir que si l'objet ne tombe pas, c'est qu'il est sur un support. Et à partir de là, on lui dit, on le code dans le système, que ça signifie au-dessus de, poser sur. La chaîne de caractères posée sur correspond à cette propriété que le robot a calculée. Voilà comment nous faisons pour faire croire, entre guillemets, que le robot maîtrise ce concept de poser sur ou de téléphone. Est-ce qu'avec ça, la robotique fait face avec l'antique problème du frame en intelligence artificielle? Bien sûr. Parce que si on dépense sur les informations linguistiques précodées, alors à la fin, on va arriver à la frontière de ce qui était anticipé par le précodage et la chose va tomber, etc. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a un volet robotique d'apprentissage par les robots? Oui, alors tout à fait. Et c'est aujourd'hui quelque chose comment dire, qui nous interpelle tous. C'est comment faire en sorte de doter deux choses, de profiter, je vais le dire de deux manières, de profiter au mieux des avancées dans ce domaine pour la robotique. Et les avancées sont intéressantes, mais ont aussi des limitations fortes, et on le sait bien. Voilà. Et puis ensuite, comment doter le robot, on va dire de manière manuelle, de manière à limiter ces choses-là, finalement, aux tâches pour lesquelles le robot est destiné. Alors, avec ça, je veux te remercier chaleureusement pour cette excellente conférence. Tout le monde est d'accord pour ça. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Au plaisir de vous voir un jour, autrement que comme ça, mais bon, Oui, voilà. et en anglais la prochaine fois. Et en anglais avec plaisir. C'est ça. Aucun souci.
Bye bye. Au revoir.